Le 15 mai 2025, à exactement 14h30 heure de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré monte à la tribune du Centre international de conférence de la capitale burkinabé. Face aux caméras du monde entier, le jeune président du Burkina Faso, âgé de seulement 37 ans, s'apprête à prononcer un discours qui va littéralement embraser la toile française et européenne dans les heures qui suivent. Les premières phrases sortent avec une assurance déconcertante. Traoré fixe l'objectif principal, celui de France 24, et commence par une déclaration qui va faire trembler les murs de l'Élysée. « Mes frères et sœurs africains, le temps des mensonges est révolu. La France continue de piller nos ressources, tout en nous donnant des leçons de démocratie. » Emmanuel Macron parle de partenariat égalitaire, pendant que ses entreprises extraient notre or, notre uranium, nos diamants, en ne nous laissant que les miettes. En moins de 20 minutes, ces mots traversent l'Atlantique numérique et déferlent sur les réseaux sociaux français avec une violence inouïe. Sur Twitter, rebaptisé X, le hashtag #TraoréVérité explose littéralement. En l'espace de 2 heures, il cumule plus de 90 000 mentions. Les internautes français, divisés entre indignation et approbation, partagent massivement les extraits vidéo du discours. Le timing de cette déclaration n'est pas un hasard. 3 jours plus tôt, Emmanuel Macron avait inauguré le nouveau sommet France-Afrique à Paris, promettant une nouvelle ère de coopération avec le continent. Les mots choisis par l'Élysée parlaient de partenariat renouvelé, de respect mutuel et d'égalité entre nations souveraines. Mais Traoré, lui, dresse un tout autre tableau de cette relation franco-africaine. Quand Macron nous parle de partenariat, regardons les chiffres, poursuit le président burkinabé dans son discours. Nos exportations d'or vers la France représentent 4 milliards d'euros par an. Combien notre peuple envoie-t-il réellement? Moins de 10%. Le reste disparaît dans les comptes offshore des multinationales françaises et dans les 600 milliards poches de nos dirigeants corrompus que Paris continue de soutenir. Ces révélations chiffrées, appuyées par des documents que Traoré brandit devant les caméras, créent un effet de sidération dans les chancelleries européennes. Car le jeune militaire ne se contente pas d'accusations générales. Il cite des noms, des entreprises, des montants précis. Il évoque notamment les contrats d'extraction aurifère signés par Orano, l'ancienne Areva, dans la région de l'Est du Burkina Faso. Sur Facebook, les groupes de discussion politique français s'enflamment. Les partisans de Marine Le Pen y voient une confirmation de leur thèse sur l'immigration économique. Voilà pourquoi ils viennent chez nous. Leurs dirigeants le disent eux-mêmes, nous les pillons, écrit un membre du groupe France Libre. À l'inverse, les sympathisants de la France insoumise partagent massivement les extraits, y trouvant une validation de leur critique de la France-Afrique. Mais c'est sur TikTok que l'impact devient véritablement phénoménal. Des centaines de créateurs de contenu français, notamment issus de la diaspora africaine, s'emparent du discours pour créer des vidéos explicatives. Certaines accumulent plusieurs millions de vues en quelques heures. Mamadou Diallo, influenceur franco-malien suivi par plus de 2 millions d'abonnés, publie une vidéo de 15 minutes décomposant point par point les accusations de Traoré. Le titre est sans équivoque. Pourquoi la France ne veut pas que vous entendiez ce discours? Dans cette vidéo virale, Diallo explique avec un calme désarmant « Traoré dit tout haut ce que nous savons tous en silence. La France maintient un système économique colonial déguisé. Le franc CFA, les guissa, accords de défense, les bases militaires permanentes. Tout cela sert à maintenir l'Afrique dans une dépendance économique totale. L'impact sur la jeunesse française d'origine africaine est immédiat et spectaculaire. Dans les banlieues de Paris, Lyon, Marseille, les extraits du discours circulent sur WhatsApp et Snapchat. Des rassemblements spontanés s'organisent place de la République à Paris dès le soir même. Environ 3000 personnes se rassemblent, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Traoré dit la vérité » ou encore « Stop au pillage de l'Afrique ». La réaction des médias traditionnels français révèle leur embarras. France 2, dans son journal de 20 heures, consacre à peine 2 minutes au discours, le qualifiant de déclaration polémique du dirigeant burkinabé. TF1 l'évoque en fin de journal.
insistant sur l'instabilité politique du Burkina Faso, plutôt que sur le contenu des accusations. Cette minimisation médiatique ne fait qu'amplifier la viralité sur les réseaux sociaux. Les internautes y voient une tentative de censure, ce qui relance encore davantage les partages. Sur Reddit, le subreddit Air France connaît une activité record avec plus de 15 000 commentaires sur le thread principal consacré au discours. L'analyse des données de partage révèle un phénomène inquiétant pour l'Élysée. Ce ne sont pas seulement les habituels contestataires qui relaient le message de Traoré. Des profils traditionnellement modérés, des électeurs du centre, voire de la droite républicaine, partagent également les extraits en questionnant la politique africaine de la France. Marie Dubois, professeure d'histoire en région parisienne et électrice d'Emmanuel Macron en 2022, écrit sur son compte LinkedIn « Même si les méthodes de Traoré peuvent être discutées, ces accusations méritent des réponses précises. Nous ne pouvons plus faire comme si ces questions n'existaient pas. » Cette réaction illustre un basculement de l'opinion publique française que les sondeurs confirment dans les heures qui suivent. Un sondage flash réalisé par l'IFOP le soir même révèle que 62% des Français interrogés estiment que la France devrait revoir sa politique en Afrique, contre 48% 3 mois plus tôt. Dès le lendemain matin, l'Élysée active sa cellule de Sunday Satan, communication de crise. À 8 heures précises, Gabriel Attal, Premier ministre, convoque une conférence de presse extraordinaire dans la cour de Matignon. Face à une vingtaine de journalistes soigneusement sélectionnés, il lit une déclaration préparée par les équipes de communication présidentielle. Les accusations portées hier par le président du Burkina Faso relèvent de la désinformation et de la manipulation, déclara Attal d'un ton ferme. La France entretient avec l'Afrique des relations basées sur le respect mutuel et la coopération. Nos entreprises opèrent dans un cadre légal strict et contribuent au développement économique de ces pays. Cette réponse, filmée et diffusée en direct sur les chaînes d'information continue, provoque une nouvelle vague de réactions sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, la réaction est massivement négative. Les internautes français y voient une réponse bureaucratique qui évite soigneusement de répondre aux accusations précises de Traoré. Sur Twitter, le hashtag #AttentionAttal devient rapidement tendance, parodiant la réponse du Premier ministre. Des milliers d'utilisateurs détournent ces déclarations en mèmes sarcastiques. L'un d'eux, partagé plus de 50 000 fois, montre une photo d'Attal avec la légende « Tout va très bien, Madame la Marquise. Nous ne pillons personne. » Mais la riposte la plus spectaculaire vient d'Ibrahim Traoré lui-même. Quelques heures après la déclaration d'Attal, le président burkinabé publie directement sur son compte X personnel une série de documents scannés. Ces pièces, authentifiées par des experts indépendants dans la journée, révèlent les détails des contrats d'extraction minière signés entre le Burkina Faso et plusieurs multinationales françaises. Le premier document dévoilé concerne un contrat d'extraction d'or signé en 2019 dans la province du Sanguier. Le texte, en français et en anglais, stipule que l'entreprise française s'engage à reverser 4% de ses bénéfices au gouvernement burkinabé, contre 25% habituellement pratiqués dans l'industrie minière mondiale. Monsieur Attal parle de respect mutuel, écrit Traoré en accompagnement de ce document. Voici le respect que la France nous témoigne. 4% de bénéfices sur nos propres ressources. Serait-ce cela, l'égalité dont parle Emmanuel Macron? Cette publication crée un véritable séisme numérique. En moins d'une heure, le tweet de Traoré cumule plus de 200 000 retweets et 500 000 likes. Les médias internationaux s'emparent immédiatement de l'information. CNN, BBC World, Deutsche Welle reprennent l'histoire en une de leurs sites internet. La situation devient particulièrement embarrassante pour l'Élysée quand plusieurs journalistes français commencent à creuser les informations révélées par Traoré. Mediapart publie dès le surlendemain une enquête approfondie confirmant l'authenticité des documents et révélant d'autres contrats similaires dans d'autres pays africains. L'enquête de Mediapart, intitulée « Les vrais chiffres de la France-Afrique », démonte méthodiquement la communication officielle française.
Elle révèle notamment que les investissements français en Afrique sont en réalité largement compensés par les profits rapatriés vers la métropole. Pour chaque euro investi, les entreprises françaises en rapatrient en moyenne 4,20 €. Cette révélation provoque une nouvelle explosion sur les réseaux sociaux français. Le hashtag #4,20 € devient viral, accompagné de centaines de milliers de publications ironiques sur le partenariat équitable franco-africain. Des influenceurs aux millions d'abonnés s'emparent du sujet pour créer du contenu explicatif. Squeezie, l'un des youtubeurs français les plus suivis avec près de 18 millions d'abonnés, publie une vidéo exceptionnelle de 30 minutes sur le sujet. Intitulée « Pourquoi personne ne vous a expliqué ça à l'école ?» Elle décompose avec pédagogie les mécanismes économiques dénoncés par Traoré. En 48 heures, cette vidéo cumule plus de 4 millions de vues et devient l'une des plus commentées de la plateforme. L'impact générationnel est saisissant. Une étude d'Ipsos réalisée en urgence révèle que 87% des 18-25 ans français ont entendu parler du discours de Traoré, principalement via les réseaux sociaux. Plus troublant encore, 74% d'entre eux estiment que ces accusations sont probablement vraies. Cette défiance de la jeunesse française inquiète profondément l'establishment politique. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les députés de la majorité présidentielle multiplient les réunions de crise. Comment répondre à une contestation qui se nourrit de documents authentiques et de chiffres vérifiables? La stratégie adoptée par l'Élysée révèle son désarroi. Plutôt que de répondre sur le fond, l'équipe de communication présidentielle choisit de déplacer le débat sur la légitimité de Traoré. Des fuites organisées vers les médias amis commencent à évoquer son passé militaire, ses méthodes autoritaires, son instabilité politique. Cette stratégie de diversion se retourne rapidement contre ses initiateurs. Sur les réseaux sociaux, les internautes y voient une tentative grossière de détournement du débat. Le hashtag On ne veut te pas €20 passe votre propre devient tendance, illustrant cette lassitude face aux techniques de communication politique traditionnelles. Plus préoccupant encore pour l'Élysée, des personnalités politiques françaises commencent à prendre publiquement position en faveur des révélations de Traoré. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, publie un thread Twitter détaillé saluant le courage de ce jeune dirigeant qui dit enfin la vérité sur la France-Afrique. Mais la vraie surprise vient de personnalités moins attendues. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et figure de la droite républicaine, déclare lors d'une interview sur France Info « Ces révélations méritent des explications claires. Nous ne pouvons plus balayer d'un revers de main ces accusations qui s'appuient sur des documents précis. » Cette fissure dans le consensus politique français amplifie encore la viralité du sujet. Les médias étrangers, notamment africains, suivent avec jubilation cette polémique qui embarrasse Paris. TV5 Monde Afrique consacre une émission spéciale quotidienne au sujet, invitant des experts pour décrypter chaque nouvelle révélation. La crise prend une dimension internationale inédite quand d'autres dirigeants africains emboîtent le pas à Ibrahim Traoré. Le 20 mai, soit 5 jours après le discours initial, Assimi Goïta, président de la transition malienne, publie à son tour des documents compromettants sur les relations économiques franco-maliennes. Les révélations de Goïta portent cette fois sur l'exploitation de l'uranium dans le nord du Mali. Les contrats dévoilés montrent qu'Orano, l'ex-Areva, a négocié des conditions encore plus avantageuses qu'au Burkina Faso. Seulement 2% de redevances sur l'extraction, alors que les standards internationaux prévoient entre 15 et 20%. Nos frères burkinabés disent la vérité, déclare Goïta dans une vidéo publiée simultanément sur YouTube, TikTok et Facebook. Voici maintenant les preuves de ce que la France nous fait subir depuis 60 ans. Pendant que nos enfants meurent de malnutrition, notre uranium alimente les centrales nucléaires françaises. Cette coordination entre les dirigeants du Sahel crée un effet domino spectaculaire sur les réseaux sociaux français. Le hashtag #SahelTruth explose littéralement, fédérant les différentes révélations sous une bannière commune. En 48 heures, il génère plus de 2 millions de publications à travers toute la francosphère.
L'impact devient d'autant plus dévastateur que les chiffres révélés trouvent des échos dans l'actualité française contemporaine. Alors qu'EDF annonce une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité de 14%, les internautes français établissent un lien direct avec l'uranium malien, extrait à prix cassé. Sur TikTok, une vidéo explicative créée par une étudiante en économie de Sciences Po devient virale en montrant côte à côte les factures d'électricité françaises et les contrats d'uranium malien. Le contraste est saisissant. Vous payez votre électricité de plus en plus cher pendant que nous volons littéralement l'uranium qui la produit, résume-t-elle face caméra. Cette prise de conscience générationnelle inquiète profondément l'establishment français. Les sondages internes de l'Élysée, révélés par des fuites dans le Canard enchaîné, montrent une chute vertigineuse de la confiance dans la politique africaine de Macron. 38% d'opinion favorable contre 62% 6 mois plus tôt. La situation devient critique quand les révélations atteignent directement l'entourage présidentiel. Le 22 mai, Ibrahim Traoré publie un nouveau document explosif. Un contrat de conseil signé entre une filiale d'Orano et une société appartenant à François Bayrou, figure historique du macronisme et maire de Pau. Ce contrat, d'un montant de 800 000 €, prévoyait des missions de conseil en relations institutionnelles africaines pour faciliter les négociations minières. La publication de ce document provoque un véritable tsunami politique en France. François Bayrou, contacté par les médias, nie d'abord catégoriquement avant de reconnaître l'existence du contrat, tout en affirmant qu'il s'agissait de missions parfaitement légales de conseil. Cette volte-face alimente encore davantage la polémique sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag BayrouGate explose instantanément. Des centaines de milliers d'internautes partagent le document original avec des commentaires acerbes sur la corruption légale du système politique français. L'affaire prend une ampleur telle que plusieurs partis d'opposition demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire. Mais le véritable coup de théâtre arrive le 24 mai quand Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, entre dans la danse. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, il brandit une liasse de documents concernant l'exploitation du cobalt congolais par des entreprises françaises. « Mes frères du Sahel ont ouvert la voie », déclare Tshisekedi. « Il est temps que l'Afrique entière connaisse la vérité sur le pillage organisé de nos ressources. Voici les contrats qui montrent comment la France s'enrichit avec notre cobalt pendant que nos populations restent dans la pauvreté. » Les documents révélés par Tshisekedi montrent que les entreprises françaises achètent le cobalt congolais à des prix dérisoires, 15 $ le kilogramme, alors qu'il se revend 58 $ sur les marchés européens. Ce cobalt est ensuite utilisé dans les batteries des voitures électriques vendues en France avec la mention « écologique ». Cette révélation sur le cobalt crée un nouvel embrasement des réseaux sociaux français, particulièrement chez les jeunes sensibilisés aux questions environnementales. L'ironie de la situation n'échappe à personne. La France vante sa transition écologique grâce à des voitures électriques fabriquées avec des métaux rares pillés en Afrique. Greta Thunberg elle-même intervient dans le débat en republiant les révélations de Tshisekedi avec un commentaire cinglant. Il n'y a rien d'écologique dans une transition énergétique basée sur l'exploitation néocoloniale. La justice climatique passe aussi par la justice sociale. Ce soutien de la militante écologique suédoise donne une dimension internationale inédite à la polémique. Les médias européens s'emparent massivement du sujet. The Guardian publie une enquête de 8 pages sur le coût caché de la transition écologique française. Der Spiegel titre « Frankreich schmutzige Geheimnisse in Afrika » Les secrets sales de la France en Afrique. L'accumulation de ces révélations crée un climat de défiance généralisée envers la parole officielle française. Quand Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, organise une conférence de presse pour rétablir la vérité, elle fait face à un mur d'hostilité journalistique inhabituel. Les questions fusent de toutes parts. Madame la ministre, comment expliquez-vous ces contrats à 2% de redevance? Pouvez-vous nous dire combien rapportent réellement ces accords à la France? Quand comptez-vous renégocier? Ces contrats léonins,
Face à ce barrage, Colonna s'en tient à des éléments de langage préparés qui sonnent de plus en plus creux. La France respecte ses partenaires africains. Nos relations sont équilibrées. Ces accusations sont infondées. Chaque réponse évasive est immédiatement découpée et moquée sur les réseaux sociaux. La vidéo de cette conférence de presse, partagée massivement, devient un nouveau mème illustrant le décalage entre la communication officielle et la réalité documentée des révélations africaines. L'onde de choc provoquée par les révélations successives des dirigeants africains dépasse rapidement le cadre des réseaux sociaux pour atteindre les sphères géopolitiques les plus élevées. Le 28 mai, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est convoquée à la demande de l'Union africaine pour débattre des pratiques néocoloniales contemporaines. Cette séance historique, retransmise en direct sur toutes les chaînes d'information mondiales, voit pour la première fois des dirigeants africains présenter devant l'Assemblée internationale des preuves documentées du pillage de leurs ressources. Ibrahim Traoré, invité à s'exprimer, présente méthodiquement les contrats révélés, accompagnés de graphiques montrant l'évolution des transferts de richesses entre l'Afrique et l'Europe. Honorable délégué, déclare Traoré dans un français parfait, nous ne sommes pas ici pour accuser mais pour documenter. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1960, l'Afrique a transféré vers l'Europe plus de 1000 milliards d'euros, de richesses minières sous-évaluées. Pendant la même période, elle a reçu 60 milliards d'aides au développement. Le compte est simple. Cette intervention, vue par plus de 100 millions de personnes dans le monde, marque un tournant historique dans les relations Nord-Sud. Pour la première fois, des dirigeants africains utilisent les outils de communication modernes et la transparence documentaire pour contester publiquement l'ordre économique international. L'impact sur l'opinion publique française atteint des proportions inédites. Un sondage Ipsos réalisé le soir même révèle que 81% des Français ont suivi tout ou partie de l'intervention de Traoré à l'ONU. Plus significatif encore, 68% estiment que ces accusations sont justifiées ou partiellement justifiées. Cette évolution de l'opinion publique française provoque une panique dans les états-majors politiques. À l'Élysée, Emmanuel Macron convoque une réunion d'urgence avec ses principaux conseillers. L'ordre du jour, révélé plus tard par des fuites, était sans équivoque. Comment reprendre le contrôle du narratif? Mais les tentatives de riposte françaises se heurtent à un obstacle majeur. La coordination croissante des dirigeants africains sur les réseaux sociaux. Ils ont créé un hashtag commun, Bark Africa Facts Now, sous lequel ils publient quotidiennement de nouveaux documents compromettants. Cette stratégie de révélation en continu maintient la pression médiatique et empêche l'apaisement de la polémique. Le 30 mai, c'est au tour du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye de publier des documents sur l'exploitation de la pêche sénégalaise par des chalutiers français. Les chiffres sont accablants. Les bateaux français capturent annuellement 80 000 tonnes de poissons dans les eaux sénégalaises en ne payant que 6 millions d'euros de droits de pêche. La même quantité vendue sur les marchés européens rapporte plus de 400 millions d'euros. Cette nouvelle révélation touche particulièrement l'opinion publique française, car elle concerne l'alimentation quotidienne. Sur les réseaux sociaux, des vidéos explicatives montrent le parcours du poisson pêché au Sénégal et revendu dans les supermarchés français avec des marges considérables. L'influenceuse culinaire Maeva Cook, suivie par 3 millions d'abonnés, publie une vidéo choc dans son supermarché habituel. Elle montre des filets de dorade vendus 15 € le kilo en expliquant « Ce poisson a été pêché dans les eaux sénégalaises par des bateaux français. Les pêcheurs sénégalais sont payés 50 centimes pour ce qui vous coûte 15 €. C'est ça la mondialisation heureuse ?» Cette vidéo, partagée plus de 2 millions de fois en 48 heures, cristallise la colère d'une partie de l'opinion française qui découvre les mécanismes concrets du néocolonialisme dans son quotidien. Les commentaires révèlent un sentiment de duperie généralisé. On nous a menti toute notre vie. Maintenant, je comprends pourquoi ils veulent venir en Europe. Comment on peut regarder les Africains en face après ça? Face à cette déferlante, plusieurs personnalités politiques françaises commencent à prendre leur distance avec la politique africaine traditionnelle.
Édouard Philippe, dans une interview surprise sur France Inter, déclare « Ces révélations nous obligent à regarder la réalité en face. Si ces chiffres sont exacts, nous devons revoir fondamentalement notre approche. » Cette prise de position de l'ancien Premier ministre crée un séisme dans la classe politique française. Pour la première fois, une figure de premier plan du macronisme remet publiquement en question la politique africaine de l'Élysée. Sur les réseaux sociaux, cette déclaration est massivement saluée comme un moment de vérité enfin. Les conséquences économiques commencent également à se faire sentir. Plusieurs ONG françaises annoncent qu'elles vont réorienter leurs dons vers des organisations africaines indépendantes plutôt que vers les programmes gouvernementaux français. Médecins sans frontières publie un communiqué cinglant. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le fait que l'aide humanitaire française sert souvent à compenser les dégâts causés par l'exploitation économique française. L'impact sur les entreprises françaises impliquées devient également significatif. Les actions d'Orano perdent 23% de leur valeur en une semaine. Total Energy, également cité dans certains contrats révélés, voit son cours chuter de 18%. Les investisseurs internationaux commencent à intégrer le risque réputation néocoloniale dans leurs calculs. Plus symboliquement encore, des mouvements de boycott spontanés émergent sur les réseaux sociaux français. Le hashtag « Je boycotte le Pilège » recense les entreprises impliquées dans les révélations et propose des alternatives éthiques. Ces campagnes, portées notamment par la jeunesse, commencent à avoir un impact mesurable sur les ventes. L'effet boule de neige s'accélère quand des dirigeants d'autres continents commencent à s'inspirer de la stratégie africaine. Le président bolivien Luis Arce publie des documents sur l'exploitation du lithium bolivien par des entreprises européennes. Le premier ministre vietnamien dévoile les conditions d'extraction des terres rares par des multinationales occidentales. Cette internationalisation de la contestation néocoloniale place la France et l'Europe dans une position défensive inédite. Pour la première fois depuis la décolonisation, le Sud global utilise massivement les outils de communication numérique pour documenter et contester publiquement l'ordre économique international. Le 31 mai au soir, Emmanuel Macron convoque un conseil de défense extraordinaire. L'ordre du jour, selon les informations d'Europe 1, porte sur les nouveaux défis de la souveraineté numérique française face à la désinformation organisée. Cette formulation révèle l'incapacité de l'Élysée à comprendre que la crise ne relève pas de la désinformation, mais de la révélation de vérités longtemps occultées. Car au-delà des révélations spécifiques, c'est tout un système de relations internationales qui vacille. Les réseaux sociaux ont permis aux dirigeants du Sud de court-circuiter les médias traditionnels et la diplomatie classique pour s'adresser directement aux opinions publiques mondiales. Cette révolution communicationnelle redéfinit les rapports de force géopolitiques et annonce probablement une ère nouvelle dans les relations internationales où la transparence et la documentation remplacent progressivement les arrangements discrets et les mensonges diplomatiques conventionnels.